merci. Donc, je Delcourt et je voulais juste donner un détail pour qui va dans la suite. Donc là, on a des représentants de l'ESP. Vous avez parlé de l'École supérieure polytechnique. Donc là, ça montre que finalement, les ponts, il faut absolument les créer entre l'Afrique et la France, entre l'Afrique et le monde entier. Donc là, maintenant, on va passer à une phase ou une étape très importante de cette journée qui est donc la session plénière. Juste quelques éléments sur cette session. Donc, nous avons fait le choix d'inviter un certain nombre de personnes, donc des gens qui sont à la fois légitimes donc, sur des sujets spécifiques, mais aussi qui sont légitimes sur l'Afrique. On leur a demandé de nous faire des présentations sur des sujets qui sont aussi importants dans le contexte local, dans le contexte africain. Et cette session va être présidée par le professeur Fatou Diop Sall, dont j'ai parlé en fait, qui vient de l'École supérieure polytechnique de l'Université de Dakar, du Sénégal. Donc Fatou Diop Sall, voilà, pendant que tu t'installes, juste quelques éléments sur le professeur Diop Sall. Elle est donc une professeure agrégée des universités. Elle dirige un laboratoire qui s'appelle le LARMS et elle travaille sur des problématiques de comportement du consommateur. C'est une personne avec qui je travaille sur certains projets et en tout cas ce que j'ai apprécié dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie vraiment de travailler sur des problématiques qui concernent l'Afrique. Par exemple, elle travaille sur tout ce qui est la transformation des produits locaux par des femmes, donc des femmes qui essaient de mettre en place des unités de fabrication pour transformer des produits sur le plan local pour améliorer leur vie. Et donc du coup je vais appeler aussi nos invités. Donc du coup Fatou, je te laisse le micro pour présenter nos trois invités. Et... Merci Maë de m'avoir donné cette occasion d'animer cette session sur l'Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir ces invités d'honneur pour cette première édition des journées sur l'Afrique. Ces invités ont un point commun, c'est qu'ils ont travaillé sur l'Afrique. Et je m'en vais vous présenter ces invités d'honneur. D'abord, nous avons le professeur Abdul Majid Amin de l'Université de Paris-Est. Il est spécialiste de la distribution et du comportement du consommateur, notamment dans les pays du Maghreb. Il est ex-directeur de l'Institut de recherche en gestion et co-responsable du master Conseil, études et recherche en management, parcours marketing. Nous avons à côté de lui le professeur Paul Valentin Gobo de l'Université Paris-Dauphine, responsable du master 204, chef de produit et études marketing. Ses travaux portent, entre autres, sur le comportement de choix dans les points de vente et les différences culturelles. Et nous avons, à ma gauche, le professeur Mourad Touzani de Neoma Business School. Ses thèmes de recherche portent sur le comportement du consommateur, la culture et l'acculturation. Donc, il a travaillé également sur les pays émergents. Donc, je vais donner la parole tout à l'heure aux professeurs et je leur demande à chacun 10 minutes, c'est peu, mais 10 minutes pour faire une synthèse de leurs travaux sur la recherche en Afrique. Donc, je vais commencer par le professeur Abdelamin Majid Amin. Merci Madame la Présidente. Je voudrais effectivement souligner le plaisir que j'ai à participer à cette première journée consacrée à la recherche sur l'Afrique et avec l'Afrique. Et je remercie mon collègue Djelombaï ainsi que Swad Jelassi pour l'invitation et le plaisir et l'honneur qu'ils me font effectivement à ouvrir un petit peu cette session. Donc le sujet sur lequel je voudrais partager avec vous quelques minutes traite d'un phénomène qui est un phénomène prégnant dans les pays d'Afrique et dans les pays en développement.
développement de façon générale, et qui est l'analphabétisme, et qui pose un certain nombre de problématiques liées notamment à la consommation, parce que ce phénomène-là, il se heurte à l'implantation dans ces différents pays de formes de vente qui ne tiennent pas compte forcément de ce phénomène-là, dans la mesure où dans ces pays, la tradition, l'histoire veut que la consommation se passe dans un environnement d'interaction humaine, donc qui permet en fait à des personnes qui portent ce handicap, entre guillemets, de pouvoir rester discréditables et non pas discrédités. Et donc, à travers leur confrontation à des lieux de vente comme en libre-service par exemple, ces personnes-là sont obligées effectivement de se dévoiler et de devenir discréditées. Et par conséquent, elles ont aussi à être confrontées à un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de difficultés pour pouvoir se mouvoir dans un environnement qui est attractif parce que c'est une porte d'entrée dans la société de consommation et en même temps qui leur pose un certain nombre de problèmes et de difficultés avec lesquelles ils doivent s'ajuster, ils doivent coopérer. Donc je vais essayer d'être assez bref, même si le temps effectivement imparti est assez court. Juste quelques éléments sur l'analphabétisme, qui est un phénomène qui, comme je le disais, est assez prégnant dans les pays émergents, dans les pays en développement. La proportion des analphabètes dans un certain nombre de pays, notamment les pays africains, dépasse les 50% de la population, qui montre effectivement la portée et l'importance de ce phénomène-là. Quelques définitions de ce que c'est qu'un analphabète, des définitions qui sont des définitions basiques, ne sachant ni lire ni écrire, ne maîtrisant pas les compétences de base, mais une définition qui permet effectivement de rendre compte de l'importance et de la profondeur de ce phénomène-là, c'est-à-dire l'inaptitude à comprendre et utiliser l'information écrite dans la vie de tous les jours pour accomplir un certain nombre de tâches qui permettent à l'individu de s'insérer, de s'inclure dans la société. Et avec aussi des distinctions entre analphabétisme et illettrisme, que je trouve qui sont empreintes, enfin ces distinctions est empreinte aussi d'une dimension culturelle. On trouve le terme illettrisme qui caractérise pratiquement les travaux qui portent sur les personnes qui avaient acquis effectivement ces savoirs lire et écrire et qui l'ont perdu dans la pratique de tous les jours, mais caractéristique des travaux qui sont concentrés sur les pays occidentaux, sur les pays développés. Le terme analphabétisme est beaucoup plus utilisé pour caractériser ce phénomène d'absence de maîtrise de ces différents dispositifs, de ces différents éléments d'écriture et de lecture dans les pays du Sud, dans les pays effectivement émergents. Donc on peut, quand on regarde la littérature, voir qu'il y a une différenciation, y compris sémantique, outre le fait effectivement que ça parle de phénomènes qui se chevauchent, mais avec un ancrage de l'alphabétisme pour caractériser ce qui se passe dans les pays en développement, et l'illettrisme pour caractériser effectivement un phénomène à peu près similaire, même s'il ne recouvre pas exactement la même dimension dans les pays. Deuxième élément constitutif de cette réflexion, c'est le travail sur les seniors. Alors pourquoi les seniors? Parce que le point de départ, c'était traiter l'alphabétisme, et puis on s'est rendu compte que dans les pays en développement, il y a une très forte cristallisation de ce phénomène-là dans les générations effectivement du grand âge, c'est-à-dire dans les personnes effectivement ayant dépassé à peu près les 60 ans, les 65 ans. Donc une très très forte prégnance de ce phénomène-là, d'où l'entrée pour traiter ce phénomène de l'alphabétisme à travers effectivement les seniors qui sont caractérisés par ce phénomène plus que les générations les plus jeunes. Donc des éléments sur la logique fondée sur l'âge pour caractériser les seniors, avec des seuils qui sont des seuils différenciés, un seuil de 50 ans qui est plutôt un seuil retenu par les professionnels, et qui permet de caractériser la ménagère de moins de 50 ans et puis les personnes de plus de 50 ans, et puis d'autres seuils effectivement qui renvoient à un certain nombre de changements qui caractérisent et qui identifient des sortes de ruptures dans la vie de l'individu à travers le départ des enfants, l'arrivée à la retraite, et puis des dimensions aussi financières, parce que généralement à cet âge-là, ou à l'un de ces âges,
on arrive effectivement à ne plus avoir de crédit, etc. Bref, donc il y a un certain nombre de phénomènes qui ponctuent la vie d'individu et qui permettent d'identifier des seuils différents. Une autre logique qui peut être retenue pour traiter effectivement de la sous-population des seniors, c'est de rentrer par la vulnérabilité, hein, qui nous intéresse en particulier parce qu'elle renvoie à des conditions de marché qui disqualifient une partie de la population parce qu'elle est incapable de retirer toute l'utilité qu'elle devrait effectivement retirer des différentes transactions qu'elle est amenée à faire. Et donc, en interrompant par là même à la fois l'estime de soi et puis le bien-être de ces différentes personnes. Et donc, il y a des facteurs qui affectent la vulnérabilité, à la fois de façon permanente ou de façon ponctuelle, donc je ne reviens pas dessus. Donc la vieillesse constitue une caractéristique plutôt permanente, et puis l'illettrisme ou l'analphabétisme, puisqu'on est ici sur des travaux relatifs effectivement à des pays du Nord, donc c'est d'où la notion d'illettrisme, qui renvoie à une sorte de vulnérabilité transitoire. Alors, si on analyse effectivement l'analphabétisme à travers une entrée par la vieillesse, on peut identifier que le contexte commercial est un champ assez fertile, assez intéressant, assez pertinent pour pouvoir analyser l'impact de l'analphabétisme sur les comportements de consommation ou sur les pratiques de magasinage des différentes personnes, notamment des personnes âgées analphabètes. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui découlent de cela, à la fois le fait que les déficiences physiques ou physiologiques de ces personnes-là leur réduit l'accès ou l'accessibilité à la fois à l'offre au magasin et à un certain nombre de services qui sont proposés. Deuxième chose, c'est que en prenant en considération cette dimension d'analphabétisme, donc il y a aussi une incapacité à pouvoir s'approprier, à pouvoir lire, à pouvoir déchiffrer un certain nombre d'éléments, notamment d'éléments écrits qui sont proposés au sein du magasin, donc déchiffrage, choix, arbitrage, et puis la notion de paiement aussi pose un certain nombre de problèmes parce qu'on peut identifier, on peut observer un certain nombre de choses assez intéressantes, notamment lors du passage aux caisses. Et puis il y a une sorte de caractéristique qui est aussi assez intéressante, c'est que c'est aussi un environnement, donc les GMS ou le libre-service, qui force ces différentes personnes à se dévoiler et donc à passer d'un stade de discréditable, donc portant un stigmate discréditable, à portant un stigmate qui est discrédité selon la différenciation de Goffman. Donc quelques éléments sur le Maroc, sur lequel effectivement je suis en train de mener une étude en cours. Donc juste pour caractériser l'importance de ce phénomène-là, 70%, plus de 70% des personnes âgées de 60 ans et plus n'ont aucun niveau d'instruction. Et on peut dupliquer effectivement ce pourcentage-là sur les différents pays d'Afrique, de façon générale. Donc on voit bien une concentration, une cristallisation de cette dimension d'analphabétisme effectivement sur cette population-là. Donc très rapidement, aussi le fait que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, et que la concentration, effectivement, ce phénomène-là se trouve davantage en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors, l'idée qui était derrière cette recherche qui est en cours, c'est d'identifier d'une part les barrières, les difficultés qui sont rencontrées par les personnes seniors analphabètes dans les GMS, dans un environnement effectivement qui n'est pas adapté aux ressources cognitives, physiques, etc. dont elles disposent. Et deuxièmement, d'identifier les façons de faire, donc la manière dont ces personnes-là s'ajustent, s'adaptent, copent avec cet environnement-là, qui est un environnement plutôt hostile par rapport à leurs capacités. Donc juste quelques éléments de méthode. Donc l'idée, alors il y a des difficultés sur lesquelles je vais revenir à la fin en 2 mots, mais en fait l'idée c'est d'identifier a priori les personnes effectivement sujettes à observation et à étude. Donc nous on est parti sur des éléments ou sur des proxys qui permettent effectivement d'identifier ces personnes-là avant de pouvoir les observer, faire du tracking au sein du magasin pour identifier effectivement comment se déroulent les courses, quelles sont les difficultés à observer, quelles sont les stratégies qui sont mises en place, et puis en sortie de caisse, on interroge ces personnes-là par entretien semi-directif pour les interroger à la fois sur l'expérience qu'ils viennent de vivre et en même temps sur le cumul ou sur l'ensemble des expériences similaires avec les différents incidents critiques qu'ils ont pu rencontrer. Juste quelques éléments, parce que effectivement c'est trop tôt pour parler de résultats préliminaires, mais on peut déjà identifier quelques stratégies qui sont mises en place, qui relèvent du bricolage, de la ruse ou de l'évitement, qui sont des stratégies qui permettent à ces personnes-là de pouvoir effectivement
soit complètement s'inscrire dans une logique d'esquive, donc d'exit pratiquement par rapport à cet univers-là, même s'il est attractif, même s'il est intéressant pour eux, etc. Et puis de stratégies qui permettent effectivement de s'adapter à l'intérieur du magasin à travers... alors ce qui est intéressant, le premier dans le bricolage, c'est l'utilisation par exemple du prospectus. L'idée c'est, ils ont l'impression que ce qui est proposé dans les prospectus, c'est une bonne affaire, sans qu'ils aient effectivement l'occasion de pouvoir en vérifier la teneur et la pertinence. Et l'idée c'est qu'ils vont chercher dans le magasin des produits qui ressemblent effectivement à ce qui figure sur le prospectus. Alors c'est une façon effectivement de pouvoir déjouer ou contourner effectivement ces difficultés. La ruse, c'est la facilité ou la tendance qu'ils ont à faire faire, c'est-à-dire au fait à mobiliser les autres pour pouvoir effectivement effectuer un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions qui ne peuvent pas opérer par eux-mêmes. Alors, donc ce qui ressort, ou ce qui semble effectivement se dessiner, c'est d'une part que ces personnes-là qui sont censées subir une double vulnérabilité, une double déficience, à la fois physique et en même temps à travers le phénomène d'analphabétisme, ce sont des personnes en fait qui mobilisent ce qu'on appelle des capacités restantes ou des ressources résiduelles pour pouvoir effectivement se mouvoir dans un environnement qui a priori n'est pas adapté à leurs capacités et à leurs ressources. Et puis il y a un certain nombre de difficultés que je souhaitais effectivement pointer ici. C'est d'une part, alors c'était un petit peu moins le cas au Maroc, mais de façon générale, quand on traite des pays d'Afrique, on a une difficulté d'accéder à des données fiables, à des données actualisées, à la fois des données sectorielles, démographiques, etc. Et donc il faut de temps en temps effectivement pouvoir faire preuve d'imagination ou de recouper les informations pour pouvoir les crédibiliser et les fiabiliser. Et puis il y a un autre problème auquel on a été confronté de façon frontale, c'est au fait la multiplicité des langues vernaculaires qui sont mobilisées dans ces différents pays et qui posent un certain nombre de questions, parce qu'on n'est plus dans une logique de traduction, rétro-traduction classique, on est effectivement sur des multiples traductions qui sont faites les unes des autres, avec de temps en temps des mots qui n'ont pas d'équivalent dans les différentes langues. Donc effectivement, il y a une preuve de... ce terrain-là est aussi, à mon avis, l'opportunité d'être assez créatif et d'imaginer effectivement des façons de faire pour pouvoir contourner ces différentes difficultés. Et merci pour votre attention. Merci, professeur, pour cette présentation des problèmes et difficultés donc, sur les consommateurs seniors. Donc, qui sont ces problèmes qui sont des critères de vulnérabilité pour ces personnes et les stratégies qui ont été développées par ces personnes pour faire face à ces difficultés. Nous allons sans tarder donner la parole au professeur Gogo de l'Université de Paris-Dauphine. Bon, alors, donc je vais essayer en 10 minutes de vous présenter des résultats d'étape, en quelque sorte. C'est d'ailleurs l'endroit est tout à fait approprié pour en parler et j'espère avoir des réactions qui vont nous permettre d'améliorer ce travail. Et c'est justement pour ça que je souhaite, je tiens à remercier les organisateurs, notamment Maïdalo et Swat Djinassi, parce qu'ils nous donnent aussi l'opportunité d'échanger avec des gens qui s'intéressent au même contexte et donc pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc ici, bon, je l'ai intitulé à ce jour culture et attitude économique, une étude à travers 4 pays africains, un travail que je fais avec une collègue Evelyne Ondokor, qui est également à Dauphine avec moi. Et en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Alors, donc, ça, on est mal barré. Donc, ça veut dire que c'est pas grave. Bon, bah, aujourd'hui, l'intérêt pour l'Afrique est croissant. Alors, ce n'est plus cet intérêt uniquement où on dit, ben voilà, où sont les matières premières, c'est en RDC, c'est en Guinée. Non, pas simplement ça. Si vous voyez tous ces cabinets ne s'intéressent qu'à une chose, aux consommateurs africains. Toutes les études qui sont faites ici portent sur le consommateur africain. On essaie de le comprendre parce que les gens se disent, mais finalement, il est comment le vendre les produits, comment faire du marketing auprès de ce consommateur. Et exemple, vous voyez le Boston Consulting Group qui vous dit, le consommateur africain est très fidèle à une marque, prêt à payer pour des produits de qualité, à épargner, à partager, à soutenir les membres de la famille élargie et de sa communauté. Le problème, c'est que nous avons peu de choses écrites sur le consommateur africain. Je vous mets au défi de préparer un cours sur le comportement du consommateur africain. Cherchez des éléments. Vous n'en avez pas beaucoup.
On n'a pas beaucoup d'écrits là-dessus. Alors, donc on a peu de choses, notamment sur l'une des spécificités ou l'un des éléments les plus généralement mis en avant sur l'Afrique, la culture, par exemple. Si on prend l'Afrique, on en parlait déjà tout à l'heure, on a affaire à un continent complexe et varié, plusieurs religions, plusieurs groupes ethniques. Vous prenez le cas du Cameroun, 234 ethnies, et qui tiennent à leur identité. Vous avez même l'association des journalistes Bamileke, donc vous voyez, les gens tiennent à leur identité. Vous prenez la RDC, c'est pareil, partout. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on a des frontières artificielles qui ont été créées lors de la colonisation, qui font que vous allez trouver des groupes culturels, d'accord, à travers les mêmes groupes, à travers plusieurs pays, des frontières. Vous avez les langues qui transcendent les frontières nationales. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier. Et si vous regardez aussi les représentations culturelles dans les modèles que nous connaissons, Schwartz, Hofstede, etc., eh bien les valeurs africaines ne sont pas vraiment explicitement représentées. Généralement, on présente les pays africains comme des blocs, des paquets. Ils sont collectivistes, point. Oui, mais dans quelle proportion? On n'est pas tous collectivistes au même degré. Qu'est-ce qui distingue l'Afrique? Qu'est-ce qui distingue les pays africains entre eux, par exemple? Alors, aussi, on a beaucoup d'études par les sociologues, les anthropologues sur l'Afrique. Alors là, eux s'intéressent. Vous avez beaucoup d'écrits là-dessus, on le citait tout à l'heure, y compris depuis les Senghor, d'ailleurs. On a beaucoup d'écrits, mais aujourd'hui, on n'a que très peu qui ont essayé d'identifier les valeurs, par exemple, africaines, au sens où nous aimons le voir dans nos échelles de mesure en marketing. Voilà, les échelles de mesure, etc. On en a quelques-uns, notamment celui qui est parmi les plus cités, c'est Case, en 1996. Mais on a peu de travaux empiriques. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont proposé, d'accord, vous allez avoir du mal à trouver des validations empiriques au sens où nous l'entendons, échelle de mesure de ceci ou de cela. Vous allez le trouver sur les valeurs asiatiques, par exemple. Vous avez des échelles comme ça. Qu'est-ce qui distingue les pays asiatiques entre eux? Mais on a peu de choses sur l'Afrique. Alors, ici, déjà, pour faire simple, c'est que je vais beaucoup plus parler de valeurs, que l'on peut définir ici comme étant les attitudes profondément intériorisées qui reflètent ce que les individus veulent de la vie. Je retiens l'une des définitions, il y en a beaucoup. En tout cas, on va regarder le fait que ce sont des attitudes intériorisées, en tout cas, et que dans la plupart des études sur les différences culturelles, on se dit il faut s'intéresser aux valeurs parce que c'est le noyau dur de la culture. C'est le noyau dur, ben pourquoi? Ben parce que au moment de la socialisation, les enfants acquièrent un système de valeurs solides. En raison de cette imprégnation précoce chez l'enfant, les valeurs génèrent des comportements indélébiles. Indélébiles, c'est ça la notion qui doit rester ici. C'est ce qu'on essaie de saisir. Alors, si on regarde l'Afrique dans les recherches sur les différences culturelles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben, on va avoir Hofstede qui va distinguer trois blocs. L'Afrique du Nord rattachée avec les autres pays arabes proches de l'Irak, par exemple. Vous allez avoir l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous regardez l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, les différences sont très faibles. Donc en gros, il aurait pu simplement dire l'Afrique. Alors, donc on a peu de choses. Schwartz, c'est pareil. Il a une catégorisation par groupe. Vous prenez Engelhardt, là, avec son World Value Survey. Toujours la même chose. Et donc, nous, on se pose d'autres questions, et c'est pour ça que je passe un peu vite, puisqu'on a 10 minutes. Tout ça, c'était pour montrer tout ce qui se disait. Donc, nous, on se pose les questions suivantes. Quelles sont les principales valeurs africaines? C'est la question que se pose d'ailleurs l'Union africaine jusqu'aujourd'hui. Dans quelle mesure ces valeurs sont-elles partagées entre les Africains? Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui distingue le Sénégalais de l'Ivoirien, l'Ivoirien du Gabonais par exemple? Est-il possible d'identifier des segments d'individus potentiellement différents au niveau de la structure de leurs valeurs? Ces segments sont-ils spécifiques au pays ou transcendent-ils les frontières nationales? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois groupes d'Africains en termes de valeurs et que vous trouverez le groupe 1, 2 au Sénégal, le 2 et 3 au Mali, etc. Est-ce qu'on peut dire ça? Comment les valeurs influencent-elles les attitudes des consommateurs africains? Est-ce que ces valeurs-là, identifiées, influencent-elles la sensibilité à la marque, par exemple, du consommateur? Est-ce qu'on peut expliquer l'innovativité d'un consommateur africain, puisque
les différents cabinets là-bas nous disent que ce sont des consommateurs innovateurs, etc. Est-ce qu'on peut l'expliquer par des différences de valeurs identifiées à partir de là? Alors, donc ce que je vous disais, c'est que, je prends juste 2 exemples. Il y en a qui ont parlé des valeurs. Mais bon, j'ai essayé de prendre un peu 2 exemples. Ceux qu'on trouve facilement sur Internet. Hein. Ceux qui sont dans les tiroirs, moi, je n'ai pas accès. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, par exemple, ce monsieur qui cite quelle est reproduit par pas mal de gens, peut-être parce qu'il a publié en anglais. Voilà les valeurs. Il parle de l'altruisme, l'harmonie sociale, l'honnêteté, l'hospitalité. Ça revient souvent. Et vous avez celui-là, Canou, qui parle de 8 dimensions. Il y a la vie communautaire, l'identification au groupe, les relations humaines, l'empathie, le caractère sacré de la vie, le sens de l'hospitalité, le sens du sacré de la religion. Voilà ce qui, pour eux, permettrait de distinguer justement l'Africain des autres. Alors, nous, on s'est dit, voilà, on va essayer de générer des items à partir de tout ça. Et puis, comme on a notre vécu, j'ai quand même été dans plusieurs pays africains, je sais à peu près. Je peux dire comme ça, le Malien, il est comme ça, par rapport au Gabonais, etc., par rapport aux Congolais, par rapport aux Sénégalais. Et donc, on a généré une série d'items, 73 au départ, et on a essayé d'abord de les soumettre à une première phase pour essayer de voir ce que je vais vous expliquer comment on a fait. Donc, 73 items à partir de la revue de la littérature et de nos expériences personnelles, des discussions avec les gens, qu'on a fait lire pour essayer de valider et stabiliser. On a élaboré un questionnaire. Première phase, 426 répondants pour voir un peu qu'est-ce qui en ressort. Analyse factorielle, tout ce que nous savons faire. Deuxième phase, 4371 répondants à travers 4 pays. Et ça nous donne des mesures que je vais vous expliquer après. Parce qu'après, on fait ce qu'on appelle habituellement les tests d'équivalence lorsque vous faites des études interculturelles. Est-ce que les mesures sont égales entre les différents pays ou pas? Et quand elles ne sont pas égales, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on procède par segmentation. C'est ce que je vais vous présenter. Bon, voilà. Donc, les 426 personnes ont été interrogées au Gabon, au Burkina, au Mali. Alors vous dites, mais pourquoi ce pays? Mais simplement parce que j'étais là-bas, je voyageais, donc j'en ai profité. Et puis, si ce sont des valeurs africaines qui existent dans ces pays-là, normalement, je devrais en retrouver. Alors, donc, en plus de ça, j'ai quand même mesuré d'autres choses. Parce que je me dis, j'identifie les valeurs, mais après, je les associe quand même à un certain nombre de variables dépendantes pour essayer de voir si elles ont un sens. Par exemple, l'ethnocentrisme, la perception de la qualité des produits locaux, le comportement socialement responsable, plusieurs mesures incluses, la sensibilité à la marque, l'innovativité. Bon, certaines mesures ont tenu, d'autres non. Alors, quand on fait l'analyse factorielle, qu'est-ce qu'on voit? On identifie 11 dimensions. Alors, la désignation, elle est de nous. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour le moment, c'est nous. Vous allez voir après, quand vous allez refaire, peut-être que c'est pas ça. Premièrement, et c'est la dimension la plus importante, je vais présenter la suite après, c'est le sens du sacré de la religion. Alors, nous on l'appelait comme ça parce qu'on a voulu se rattacher un peu aux termes qui ont déjà été prononcés par les auteurs. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Il est important pour moi de me sentir guidé par Dieu. Il est important d'écouter les conseils des anciens. Ah, la sorcellerie existe. Bon. Donc il y a un mix. Ben oui, ça paraît bizarre. Quand ils sont là, Dieu, Jésus revient, Allahu Akbar, mais dès qu'ils ont un problème, ils vont voir le féticheur. Parce qu'ils croient toujours qu'il y a le sorcier. Bon, la deuxième, par exemple, le sens de l'hospitalité. Et là, il y a un élément intéressant, c'est qu'on trouve 2 aspects de l'hospitalité. Il y a le côté accueil, il distingue le côté accueil et le côté partage. L'accueil, c'est on ne devrait pas saluer les gens que l'on ne connaît pas. Bon, là, on a inversé. C'est une fierté d'accueillir les gens à vie. Et le sens de l'hospitalité, le partage, c'est quand il y a peu de nourriture, l'étranger doit passer avant les gens de la maison à plat. Il sait lire, un peu manger. Pour moi, un étranger doit se sentir comme chez lui. Donc, le côté, là, il y a 2 aspects, mais qui ne sont pas très corrélés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de validité discriminante ici. Autre chose, ce qu'on appelait ici le conservatisme. Ah, c'est un terme diplomatique. En réalité, c'est par rapport aux femmes. Hein. Quand les travaux ménagers doivent être réservés aux femmes. Quand il y a peu d'emplois, les hommes doivent être privilégiés, pas les femmes. Il faut toujours évoquer les anciens dans tout ce que l'on fait. Ah, pour ça qu'on se dit, bon, on va appeler ça conservatisme. Vous avez le sens, il est là. Mais si vous avez une autre proposition, le sens de l'harmonie, voilà. Le sens de la communauté. Il faut toujours s'adresser aux chefs, religieux, quartiers, en cas de besoin. Il est important de montrer sa réussite aux autres. Il est important d'être d'une grande famille. Voilà.
Donc, voilà les choses qui reviennent. Alors, et vous avez également d'autres, c'est par exemple le rapport au temps. Tiens, le rapport au temps. J'ai peur d'économiser de l'argent parce que je pourrais ne pas en profiter, inversé. Je ne sais pas comment demain sera fait, donc je dois économiser de l'argent. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Donc, vous voyez, ce qui... Alors, qu'est-ce que ça donne après quand on mouline tout ça dans... au niveau des 4371. Et c'est par là que je vais finir. Là, on a collecté par la méthode des quotas, définie selon le genre et l'âge. Donc, dans ces pays, Sénégal, 1000 personnes, 1250 au Mali, 1115 en Guinée et 1006 au Congo-Brazzaville. Alors, est-ce qu'on peut parler d'unité culturelle? Premièrement, ce qu'on a voulu faire, c'est de voir s'il y avait égalité des mesures entre ces 4 pays. Non. Il nous dit, non, il n'y a pas égalité. Si vous prenez ces pays comme étant des entités, ben, il faut considérer que ces pays ne sont pas égaux. C'est-à-dire que les 4 pays, pris globalement, puisqu'on considère que le Sénégal c'est un bloc, que le Mali c'est un bloc, diffèrent dans la manière dont les répondants se représentent les valeurs. Donc sur la manière dont les valeurs se manifestent au niveau des répondants. Il ne s'agit pas de 4 pays homogènes sur le plan des valeurs. Donc on ne peut pas dire, si on regarde ça comme bloc, que le Sénégal c'est le Mali c'est le Congo c'est la Guinée, etc. On ne peut pas le dire. Alors, si vous avez ce genre de situation, en général, on va vous dire, il faut trouver d'autres solutions, parce que ça veut dire qu'il faut analyser le Sénégal à part, le Mali à part, la Guinée à part, le Congo à part. Et donc, souvent, la réponse, la solution, c'est de passer par une analyse par segment, ce qu'on appelle une analyse factorielle confirmatoire, mais par segment. C'est-à-dire qu'on prend toutes les mesures, tout le monde, Guinéens, Sénégalais, Maliens, Congolais, on met ensemble, et on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Et là, il nous dit, vous avez en fait 4 blocs de répondants. 4 blocs de répondants. Comment? En fait, on a un premier segment, vous voyez, ici, dans lequel les répondants, vous avez 65,1% du Sénégal, suivi de 31% des Congolais. Et les autres sont représentés de manière marginale. Donc, vous avez le premier segment. Le deuxième, essentiellement composé de Guinéens. Et les Guinéens, ils sont essentiellement dans ce segment. Donc, c'est vraiment des Guinéens. Le troisième, les Maliens. Mais les Maliens ne sont pas tous que dans le segment 3, vous en trouvez également dans le segment 4. Donc vous voyez, et ce segment 4 est beaucoup plus dominé par les Congolais, donc suivi par les Maliens et les Sénégalais, 25,1. Donc, les 4371 répondants sont classés en 4. Il y a des segments de répondants qui transcendent les pays. C'est-à-dire que vous avez certes un segment uniquement, donc le bloc, les Guinéens, et un autre segment composé uniquement de Maliens. Donc pour les deux autres, vous avez des gens venant de plusieurs pays qui partagent les mêmes valeurs. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors, le premier constat, donc, à travers les 4 segments, le sens du sacré, et ça c'est ce qui revient, le sens du sacré de la religion est la valeur dominante. Je vous rappelle, le sens du sacré, c'est là où on parle de, il est important pour moi d'être guidé par Dieu, d'écouter les conseils des anciens, la sorcellerie existe, et graphiquement ça vous donne ceci. Si vous prenez la classe 1, vous classez les 11 dimensions. La première, ici, c'est le sens du sacré de la religion. Dans le segment 2, composé uniquement de Guinéens, c'est toujours le sens du sacré de la religion. Dans le troisième, composé uniquement de Maliens, c'est toujours le sens du sacré de la religion. Et le quatrième, c'est toujours le sens du sacré de la religion. Donc, ce serait comme la base commune. Deuxième constat, le rapport au temps. Les 4 segments ont un rapport particulier. Pour parler diplomatiquement, c'est souvent la valeur la moins importante. Bon, comme on dit, on n'a pas de montre, mais on a le temps. Eh bien, ça vous donne ceci. Vous voyez? Là, dans ce segment, le rapport au temps arrive à la fin. Ici, il est un peu vers le milieu, mais pour les deux autres, le rapport au temps, il est encore à la fin. Bon, ils ne sont pas précis, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça, je crois que beaucoup se retrouvent là-dedans. Il existe néanmoins des différences. Les différences, où est-ce qu'on les a? Par exemple, la classe 1, bon, je vois tellement que je vais m'arrêter peut-être là. La classe 1 a tendance à mettre l'accent sur les valeurs de partage. C'est le segment où il y a 65% de répondants venant du Sénégal. Donc à peu près 650 personnes. Non, il est composé de 65%. 65% de ceux qui le composent sont les Sénégalais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui,
ici, on n'a que des valeurs de partage qui le composent. Et quand on regarde le lien avec les attitudes économiques, eh bien, ce sont des gens qui ont plutôt une préférence pour tout ce qui est écologique, mais qui sont également ethnocentriques dans leur consommation. Donc, quand on leur dit, ben voilà, c'est mieux un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, ne pas un peuple libre, ce genre de phrases, vous voyez, c'est ça. C'est le segment le plus écologique dans ces attitudes. Alors, en même temps, la protection de l'environnement ou la préférence pour les produits socialement responsables sont des choses qu'on retrouve dans les 4 segments, mais dans des proportions différentes. Un, c'est quand même le segment ici, et en dernier, le 4e segment, dominé par les Congolais, suivi par les Maliens, etc. Voilà, donc, pour ne pas rester trop longtemps, si je dois revenir à la conclusion ici, puisqu'on se pose des questions, à ce jour, quelles sont les principales valeurs? Là, on a identifié 11 dimensions, et le sens du sacré et de la religion arrive en tête. Il n'y a pas de valeur spécifique à un pays, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que A, B n'existe que en Guinée. Ces valeurs s'observent dans tous les pays, mais à des degrés divers. Est-il possible d'identifier des segments d'individus potentiellement différents au niveau de la structure de leurs valeurs? Oui, 4 segments d'individus représentés différemment dans les 4 pays étudiés. Exemple, le Sénégal, le Congo et le Mali ne sont pas culturellement homogènes. Oui, puisqu'on trouve des Maliens qui se retrouvent avec des Congolais sénégalais dans un segment. Ils ne sont pas culturellement homogènes, même s'il y a un groupe composé uniquement de Maliens. Donc il ne faut pas dire que tous les Maliens sont identiques. Non, culturellement, ils sont proches d'autres pays. Comment les valeurs influencent-elles les attitudes de consommateurs africains? Par exemple, influencent-elles sa sensibilité à la marque? Là, je ne voulais pas présenter, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une valeur comme le conservatisme qu'on trouve positivement liée partout avec la sensibilité à la marque. Bon, pour le moment, on n'a pas d'explication, mais on va creuser, on va trouver. Mais il y a des valeurs comme ça qui sont unanimement liées aux attitudes économiques, d'autres qui sont plus significatives dans certains segments que d'autres. Voilà, merci. Professeur, pour cette présentation très riche des spécificités du consommateur africain. Vous avez su montrer que l'Afrique n'est pas un continent homogène du point de vue culturel, et vous avez pu identifier des valeurs africaines, donc en distinguant 4 segments de valeurs africaines à travers l'étude que vous avez réalisée. Donc, sans tarder, nous allons donner la parole au professeur Touzani. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe organisatrice vraiment pour cette manifestation qui est importante, et j'aimerais les remercier également pour leur magnifique hospitalité. On parlait d'hospitalité là véritablement depuis hier. C'est vraiment merci beaucoup pour votre accueil. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un papier qui a été publié dans le Journal of Business Research en fait, et qui s'appelle Retail Stressors in the Middle East, North Africa Region, les sources de stress chez les employés de la distribution, cas de la région MENA. Et en fait, je vais parler de ce papier avec une certaine prise de recul. Donc ça sera un petit aller-retour entre discours et discours sur le discours. C'est-à-dire, en gros, je vais parler du papier, mais également de certaines difficultés, de certaines circonstances de la réalisation de ce papier. Ce papier a été coécrit par 2 collègues, Elisabeth Dirschmann et Lamir Salah. Comme vous pouvez le constater, c'est une équipe de 3 auteurs, chacun localisé dans un pays différent, la France, les États-Unis et la Tunisie. Alors, la problématique est la suivante. C'est une problématique en fait, il y a des constats de départ. Les constats de départ, c'est que d'abord, il y a une globalisation de l'économie, il y a une concurrence de plus en plus vive du fait de l'internationalisation des marchés, et donc du coup, il y a des mutations qu'on peut observer au niveau des marchés aujourd'hui. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Les exigences augmentent. Exigences d'abord de la part des clients, qui vont demander des choses de plus en plus spécifiques et qui vont exiger un certain niveau de service qu'on n'avait pas auparavant, et par conséquent les entreprises vont elles-mêmes
exiger de plus en plus de choses de la part de leurs vendeurs. Et donc il y a une course à la performance aujourd'hui qui va devenir une obsession chez les entreprises du fait de la mondialisation, parce que il y a bien évidemment des entreprises locales, nationales, mais il y a de plus en plus d'entreprises internationales qui s'installent dans les pays émergents, le contexte étant la Tunisie. Et donc cette course à la performance va devenir une obsession, mais cette course à la performance a un prix. C'est le stress professionnel. D'accord ? Donc ceci nous amène à nous poser des questions. Quels sont les facteurs explicatifs du stress chez les vendeurs ? Et donc cette recherche porte sur une identification des facteurs explicatifs du stress chez les vendeurs. Voilà. Donc, alors, la question qui se pose, c'est finalement, lorsqu'on connaît la littérature sur le stress, c'est une littérature bien rodée. C'est une littérature qui, en fait, en gros, qui a été initiée dans les années 70, peut-être même avant, et qui, arrivé aux années 80, il y a une littérature incroyable, et la question qui se pose, c'est peut-on encore apporter quelque chose au niveau de cette littérature sur le stress ? Alors, malgré tout, on pense qu'il est possible, en fait, d'apporter quelque chose. Donc, en fait, il y a trois principales contributions d'une telle recherche. D'abord, il s'agit de revisiter un cadre théorique qui est très riche, avec une perspective culturelle. D'accord ? Et dans un premier temps, il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part d'évaluateurs. Notre démarche est qualitative et beaucoup d'évaluateurs nous ont demandé s'il ne fallait pas prendre tout simplement les modèles existants et les tester dans un contexte tel que le contexte tunisien. Et nous croyons profondément que ces modèles-là ne sont pas à même d'expliquer toute la nature du stress dans le contexte tunisien. Et donc nous avons tenu véritablement à poursuivre dans cette démarche qualitative en adoptant une perspective culturelle. La deuxième contribution, c'est de considérer le cas d'entreprises qui cherchent à affronter une concurrence internationale et les problèmes d'identité qui en découlent. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des entreprises qui étaient à l'aise dans leur marché et qui, en fait, pas du jour au lendemain, mais très rapidement, se retrouvent en concurrence avec des groupes internationaux. D'accord ? Et en fait, ce qui va en découler, c'est des problèmes d'identité, parce qu'il y a une remise en cause de la part de ces entreprises, de leur propre fonctionnement, et également de leurs employés. Et donc, il y a une question identitaire qui est abordée. Et enfin, se poser la question de l'effet du marketing sensoriel sur la force de vente. En fait, on parle beaucoup du marketing sensoriel. Donc le marketing sensoriel, cet outil magique un petit peu pour générer de la satisfaction et pour attirer des consommateurs. Mais qu'en est-il au niveau de la force de vente ? Comment les vendeurs vivent-ils ce marketing sensoriel qui est en fait initialement à destination des clients ? Alors, le stress professionnel, je vais passer rapidement c'est une source de nuisance. C'est une source de nuisance au niveau individuel, au niveau psychologique. C'est quelque chose qui peut ronger, qui peut mener au burn-out. Donc, c'est quelque chose qui va entraîner un malaise, parfois profond, chez les individus. C'est une source de nuisance également pour les entreprises. Un employé stressé est un employé qui, quelque part, ne va pas être au meilleur de sa forme et qui ne va pas être au meilleur de sa performance. Et c'est une source de nuisance également au niveau de la société. D'accord, on parle de mal du siècle, mais il est intéressant de s'arrêter un petit peu sur cette source de nuisance pour voir ce qu'il en est véritablement. Alors, elle est définie, comme vous pouvez le voir, par Silla, comme une réaction à une situation bien déterminée. Souvent, le stress naît de situations, d'accord, qui sont liées à des difficultés, et ces difficultés vont bien évidemment créer une tension chez l'individu. C'est une relation particulière également avec l'individu. Là aussi, c'est lors des années 70 et 80 que Lazarus et ses collaborateurs ont travaillé sur ce sujet. Et enfin, il y a de nombreux modèles qui sont développés
Depuis les années 70 jusqu'aux années 90, Friedman et Rosenman, Karasek, Francheal, Lazarus et Folkman, Sigrist, Karasek et Théorel. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des références qui commencent quand même dans les années 70, qui s'arrêtent aux années 80. Le problème, c'est que c'est une littérature, une problématique ancienne, avec des références principalement occidentales, et pas forcément explicatives de la situation dans les pays émergents. Et là encore, vraiment, par rapport aux évaluateurs, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse travailler sur un tel sujet. Et donc ils abordent la question, c'est pourquoi travailler sur un sujet qui a autant été traité déjà dès les années 70 jusqu'aux années 90, qu'allez-vous apporter aujourd'hui sur un tel sujet. Donc je pense que cette question mérite réflexion. Alors, ensuite, il y a deux niveaux, il y a la littérature sur le stress de façon générale et il y a une littérature sur le stress des vendeurs en particulier, qui est plus une littérature marketing. Alors là, on identifie 4 principales sources de stress. Il y a la nature du travail, la littérature parle de la nature du travail, alors on parle de surcharge de travail, surcharge qualitative et surcharge quantitative, mais on parle également de sous-charge de travail. Il y a des périodes chez les vendeurs où on ne fait pas grand-chose, et il y a des périodes où, durant les fêtes, durant les périodes intensives, où il y a énormément de travail. Et là, ces deux éléments constituent une source de stress chez les vendeurs. Il y a également ce qu'on appelle les conflits de rôle et l'ambiguïté de rôle. Les conflits de rôle, c'est lorsque, en fait, on se retrouve avec différents commandements, avec des ordres contradictoires, d'accord ? Et l'ambiguïté de rôle, c'est qu'on ne sait pas, le poste de travail n'est pas très bien défini, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir, est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on ne doit pas faire. Alors, il y a également l'absence d'horizon et d'avenir dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de carrière dans la vente, pas vraiment, d'accord ? Donc en fait, là, ce sont des horizons limités, peu de perspectives d'évolution dans cet emploi, et donc quelque part, là aussi, c'est quelque chose qui ronge les travailleurs. Alors, il y a des facteurs d'environnement, environnement matériel et environnement social. L'environnement matériel est lié aux conditions de travail au quotidien, ce dont on dispose, et l'environnement social, c'est lié aux supérieurs hiérarchiques, c'est lié aux collègues, et surtout pour les vendeurs, c'est lié aux clients, et véritablement, ce sont 3 sources de stress importantes. Et enfin, les lacunes au niveau de l'organisation, là encore, lorsque l'organisation présente des failles et n'explicite pas clairement ce qu'il en advient, ce qu'il faut faire pour le vendeur, donc quelque part, c'est également une source de stress. C'est un cadre théorique intéressant, mais qui s'avère insuffisant, c'est-à-dire à notre regard, pour nous, ce cadre théorique occidental est très intéressant. Beaucoup d'éléments expliquent le stress chez les vendeurs tunisiens, puisque c'est sur les vendeurs tunisiens qu'on a travaillé, mais il s'avère insuffisant, et donc il était un petit peu question d'aller au-delà. Et pour aller au-delà, donc il fallait un petit peu essayer d'abord d'expliciter le contexte. Et là, voilà, alors le contexte de la recherche, c'est la Tunisie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le tout petit pays, sur la carte de l'Afrique que vous pouvez voir. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit d'un évaluateur, mais pourquoi la Tunisie ? Pourquoi travailler sur ce tout petit pays, et qu'est-ce que vous nous apportez? D'accord? Dans un premier temps, j'étais offusqué personnellement en disant, c'est mon pays, pourquoi on ne demande pas aux autres pourquoi vous travaillez sur votre pays? Et je recevoir des évaluations de personnes vous disant, pourquoi vous travaillez sur ce pays? Mais c'est mon pays, mon Dieu. Et donc, quelque part, c'est un petit peu difficile à vivre. Mais en fait, au fur et à mesure, je pense que contextualiser la recherche, bon, il y a des travaux qui sont cités dans le papier qui disent,
aller dans des pays émergents permet de revisiter les cadres théoriques déjà établis et apporter quelque chose. Donc, quelque part, je me suis basé sur ces travaux-là pour justifier le choix de la Tunisie. Qu'est-ce qui caractérise ce contexte de la recherche? D'abord, il y a un secteur traditionnel et informel important. C'est-à-dire qu'en fait, véritablement, le paysage commercial est différent. Et donc, il est intéressant de s'arrêter sur ça pour comprendre un petit peu et pour analyser les résultats que l'on obtient. Deuxième chose, il y a une grande majorité d'entreprises familiales. Malgré l'arrivée des grands groupes internationaux, l'entreprise familiale est aujourd'hui toujours très présente avec, elle représente plus de 80, dans beaucoup de secteurs, elle représente plus de 80% des entreprises et des produits offerts. Il y a alors ça c'est peut-être spécifique à la Tunisie, mais il y a une importance de la classe moyenne qui est considérable. Et donc, quelque part, il faut en tenir compte. Et là, donc, il y a une arrivée massive des enseignes internationales qui vont perturber tout le paysage commercial et qui vont remettre en cause les comportements déjà existants et donc qui vont entraîner un tiraillement entre des fonctionnements traditionnels et des fonctionnements plus modernes. Ce qu'il y a également, c'est un cadre légal peu transparent. Et là, c'est peut-être une grande différence au niveau de ce contexte par rapport à des contextes plus conventionnels en termes de recherche, notamment, par exemple, au niveau des horaires d'ouverture des magasins, de la sécurité sociale, de la protection des employés, de l'environnement et des conditions de travail, qui peuvent entraîner certaines situations que l'on ne va pas observer dans les pays occidentaux. Alors, en termes de méthodologie, bien évidemment, c'est une recherche de nature exploratoire, puisque l'idée n'est pas de voir si les modèles élaborés ailleurs fonctionnent ou pas en Tunisie. Ça a déjà été fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des recherches avant nous en Tunisie qui ont pris les modèles, qui les ont testés. Ils tournent pas mal, mais on pensait que c'était insuffisant et qu'il fallait aller au-delà. Alors, nous avons procédé par entretien. Nous avons fait d'abord des entretiens préliminaires auprès d'experts, notamment des managers de magasins et des chefs d'entreprise pour essayer de comprendre leur vision des choses. Ensuite, nous avons fait des entretiens en profondeur auprès de 56 vendeurs dans des magasins de meubles. On a choisi ce secteur et les entretiens ont duré entre 45 minutes à 2 heures. Et donc, les enquêtes se sont déroulées de mars 2011 à juin 2011. Alors, ce qu'il faut savoir, juste ce que j'aimerais dire, en fait, vraiment, c'est difficile d'obtenir des données sur le marché tunisien. C'est très, très difficile. Tout est confidentiel. Tout est confidentiel. Je vous explique à quel point. Des fois, vous adressez un email à une filiale d'entreprise internationale demandant des informations. Vous obtenez une réponse au bout de quelques jours vous disant « Désolé, c'est confidentiel, nous ne pouvons pas vous donner ces données ». Vous envoyez le même email à la maison mère, située en France ou ailleurs dans le monde, et vous avez la réponse. Donc tout est confidentiel, il y a une culture de la confidentialité qui a rendu les choses très difficiles. Et donc on a eu beaucoup de mal, par exemple, à faire les entretiens en profondeur. Double difficulté. D'abord, parce que les managers ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce que vous essayez? Ils pensaient qu'il y avait quelque chose de caché derrière notre enquête. Première difficulté. Deuxième difficulté, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui nous percevaient comme venant de la part de leurs supérieurs hiérarchiques et comme venant un petit peu pour les espionner. Donc on n'a pas cette culture des entretiens, et donc c'était vraiment très difficile, d'où un petit peu le nombre important des vendeurs. Au niveau de l'analyse, on a fait une analyse thématique soins in vivo. Comme je l'ai dit, il y a eu j'ai la chance d'être à cheval entre le contexte français et le contexte tunisien et d'avoir donc deux co-auteurs, l'une américaine et l'autre tunisienne. Donc on a beaucoup discuté et bien évidemment
évidemment, nous avons discuté pour essayer de comprendre dans quelle mesure certains résultats pouvaient être intéressants et d'autres pas. Alors, en termes de résultats, dans un premier temps, on va retrouver les 4 principales sources de stress. C'est-à-dire que, bien évidemment, le fait que la recherche soit menée en Tunisie, ça ne veut pas dire que la littérature existante, elle est... Donc, on a retrouvé la nature du travail, du vendeur sédentaire, l'absence d'horizon, les facteurs d'environnement, les lacunes au niveau de l'organisation, d'accord? Et la question qui se pose, c'est, y a-t-il une différence de degré ou une différence de nature par rapport à ces éléments? Et quoi qu'il en soit, ces résultats-là ne justifient pas une publication. C'est-à-dire que si l'idée c'est de retrouver des choses qui ont été mises en valeur des années 70 jusqu'aux années 90 et qu'on va retrouver ça, bien évidemment, on va... Donc l'idée était de s'arrêter sur des variables spécifiques au contexte tunisien ou au moins des variables qui ont peu été traitées dans la littérature du moins. Alors la première chose, c'est ce qu'on a trouvé comme résultat spécifique, c'est l'anxiété des vendeurs. Et là, on parle d'anxiété. Et là, c'est vrai qu'on est dans une différence de degré, pas vraiment dans une différence de nature. C'est-à-dire qu'on passe du stress à l'anxiété. Alors, d'abord, le thème qui est ressorti très fort, c'est le thème de l'incarcération. Les mots de prison ont été prononcés par une majorité de vendeurs interrogés. D'accord? Et là, cette anxiété était renforcée par les conditions du pays. On était en pleine révolution. Et donc, ce qui se passait à l'extérieur affectait un petit peu... affectait ce qui se passait dans le magasin, puisqu'on voyait des gens passer, faire des manifestations, etc. Et juste à titre d'information, ce même papier est passé à un moment donné dans JBR d'un éditeur qui était spécialiste sur le stress à un éditeur qui était spécialiste de la crise, marketing de la crise. Parce que, effectivement, il y a cet aspect du marketing de la crise qui peut être mis en valeur. Le deuxième élément, c'est que ce qui est ressorti, qu'on trouve peu dans la littérature, c'est le caractère inadapté du marketing sensoriel. C'est-à-dire, il y a une programmation musicale que les vendeurs subissent à longueur de journée, d'accord, des couleurs, une luminosité, donc tout est géré pour les consommateurs. Et les vendeurs ne s'y retrouvent pas, et ça augmente leur effet d'incarcération et le sentiment d'anxiété et d'oppression qu'ils vivent. Donc ça, c'est le premier résultat important. Deuxième chose, et là encore, c'est le mépris et la marginalisation des vendeurs. Et là, premier réflexe des évaluateurs, mais ça existe aussi en Occident. D'accord? Sauf que ce qu'il faut souligner, c'est que en fait, le mépris et la marginalisation est particulièrement vise particulièrement les vendeuses et non les vendeurs. Alors, il y a un mépris et une marginalisation du vendeur de façon générale déjà. Mais par rapport aux femmes, il y a des termes très violents qui sont ressortis dans les interviews, d'accord? En gros, elles nous ont dit qu'elles étaient traitées de filles de mauvaise vie, pratiquement. Pourquoi? Parce que elles sortaient, elles travaillent certainement, surtout dans des régions rurales. Je ne voulais pas vous interrompre, mais il nous reste peu de temps. Ok, j'en suis dans les résultats. Merci. Je parle beaucoup, hein. Bon, alors, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a également, donc il y a ça. Et il y a des spécificités culturelles il y a des choses qui sont liées à la religion, tout est dans le papier. Hein, alors, rapidement, pour conclure, les difficultés qu'on a eues sont liées à la confidentialité, à un manque de considération pour la recherche. Véritablement, les entreprises, dans un contexte tunisien, ne comprennent pas ce qu'on fait. Il y a une incompréhension, et donc ils ne facilitent vraiment pas les choses. Il y a eu la méfiance des vendeurs que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a une incompréhension et des préjugés
de la part des évaluateurs. J'ai eu droit à une remarque, je connais la Tunisie, je ne pense pas que les vendeurs soient stressés. Donc là, on est dans un contexte où un évaluateur qui a dû aller passer des vacances à Djerba pour se reposer me dit, et là, le papier a été refusé dans un premier temps, je connais la Tunisie, je ne pense pas que le stress mérite recherche en Tunisie. D'accord ? Et ce qu'il y a également, c'est les discussions entre des chercheurs de background culturel différents, c'est fondamental parce que ça fait ressortir des choses et ça permet d'enrichir la recherche et d'arriver à des choses intéressantes. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour ma volubilité. Merci, professeur Kouzari. Merci pour ce travail sur le stress des vendeurs dans le contexte africain. Donc, je le regrette de dire aux participants qu'on a un peu débordé, donc je ne pourrai pas donner la parole à la salle, mais les discussions continuent, vont continuer à la pause, donc les questions seront posées aux différents participants et nous aurons le plaisir en tout cas de répondre aux questions. Je tenais à remercier nos chers invités pour leur disponibilité et aussi d'avoir accepté cette invitation, venir parler devant nous leurs travaux, sur l'Afrique. Merci, chers invités. Nous passons maintenant à l'intervention du professeur Arnould. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense dans la salle, la plupart le connaissent. Donc, professeur Eric Arnould est un anthropologue. Il est chercheur spécialiste de la consommation, du marketing et de la consommation. Et en fait, notre invitation au professeur Arnould à tous en sens. Parce que pour ceux que peut-être qui ne le savent pas, professeur Arnould a vécu quelques années en Afrique et ses premières recherches ethnographiques, c'était sur le contexte africain, notamment Bénin et Niger. Bonjour. Merci aux organisateurs qui m'avaient accordé l'opportunité de partager quelques expériences, perspectives avec vous. C'est impressionnant d'assister à une telle conférence où sont exposés de nombreux projets de recherche, tous inspirés par des contextes et des données de l'origine africaine. Le continent a commencé à m'apprendre le métier de chercheur en sciences sociales déjà en 1970, quand j'ai mis pied au Bénin, dénommé Dahomey, à l'époque, pour la première fois. J'ai écrit une thèse de baccalauréat sur le système coutumier de mobilisation de la force de travail des jeunes par leurs parents aînés chez les riverains d'Abomey, l'ancienne capitale royale de Dahomey. C'est en traversant ce pays et les pays voisins comme le Burkina, le Togo, le Ghana et le Niger que j'ai rencontré des marchés ouest-africains ainsi que des agents économiques et des comportements économiques d'inspiration absolument exotiques pour un jeune américain de 19 ans. En 77-78, en tant que doctorant, avec le cadre du ministère du Plan au Niger, nous avons mené une étude du système de marché des Indes à l'échelle régionale, bien sûr à la République du Niger. Et malgré nos préconceptions quant à la distribution des denrées de base, nous avons trouvé une remarquable efficience. Les prix de ces produits suivaient un rythme coordonné à l'échelle régionale. Et l'étude a également évalué 4 institutions étatiques intervenant au marché d'arachide, de céréales, de cuir et peau et des produits de première nécessité. Nous avons trouvé que soit ceux-ci ne favorisaient que les intérêts d'élites locaux ou internationaux aux dépenses de la population locale, soit ils ne réalisaient guère les objectifs commerciaux. Donc ça, c'est une première leçon pour moi. En même temps, nous avons mené une étude des pratiques et performances des acteurs économiques au marché zinderois,
soit dû aux rivalités ethniques ou régionales, soit dû aux idéologies coloniales ou marxistes envers le commerce. Les commerçants étaient méprisés, mal vus par les instances politiques nigériennes et internationaux à l'époque. Mais malgré les suspicions de ces derniers, nous avons trouvé que les profits réalisés étaient pour la plupart modestes. Peu d'entre eux s'enrichissaient. L'évidence d'une pratique supposée de spéculation, de théorisation des stocks visant des profits inadmissibles se faisait vraiment rare. Au même temps, j'ai appris une chose très importante pour moi, j'ai appris que la molécule fondamentale du commerce ouest-africain n'était pas le ferme, comme imaginé par la théorie occidentale, mais le lien entre ceux qui disposent des ressources complémentaires, du temps, des produits, de main-d'œuvre, de l'argent, d'autres liens ou de savoir-faire. La capitale économique dépend de la capitale sociale. Comme disaient les commerçants Hausa, pour ceux qui parlent Hausa. Et voici, vous avez une photo de ce que j'appelle la chambre de commerce de Zinder, de bien avant la Première Guerre mondiale, qui montre déjà qu'il y avait une présence et un effectif vraiment très valable et très valide, déjà sur place ces années-là. Ok. Bon. La première étude du comportement des consommateurs africains d'être publiée dans une revue marketing nord-américaine, dans laquelle on mettait à l'épreuve la théorie de la diffusion des innovations, a apparu en 1999. Basée sur des recherches ethnographiques auprès de 3 communautés zinderoises, l'étude a montré les effets de 3 régimes de valeurs différentes mis en contact par la globalisation sur les comportements des consommateurs locaux. En fait, il y avait un système de valeurs propres aux populations locales provenant d'une longue expérience d'une économie politique sophistiquée. Ceux-ci ont été en partie bouleversés, mais aussi fusionnés avec des valeurs transmises par le métropole colonial. Ensuite, une très forte influence du monde islamique véhiculée par l'âge vers la Mecque, entreprise par des personnes influentes, souvent des commerçantes. Donc en fait, le mariage, le hajj, l'immigration, bien, le marché sont les vecteurs de l'innovation dans le comportement du consommateur. Certaines de ces personnes influentes, des commerçants par exemple, ça donnait même une consommation ostentatoire à travers la construction des mosquées et des madrasas. Bon, ok. Au début des années 90, les collègues nigériens et moi ont mené une étude à l'échelle internationale du commerce de l'oignon violet de Galmi. Galmi, une petite ville au centre du Niger. Ce commerce en plein épanouissement organisait des centaines de personnes d'ethnies et de genres différents à travers plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Tout est géré par des acteurs locaux. Chacun en tire son petit profit. Certaines personnes, hommes et femmes, accèdent à la classe moyenne grâce à ce boulot. Ce commerce distribue un produit hautement périssable, mais fondamental pour des cuisines nationales sur des milliers de kilomètres depuis la zone de production en Niger et jusqu'au marché des villes côtières comme ceux d'Abidjan, Lomé, Cotonou et Accra, et ceci sans recours au transport frigorifique. Et figurez-vous que c'est bien avant l'arrivée du téléphone mobile. Le bâton majeur dans la rue, en dépit de l'état parfois vétuste ou non existant de l'infrastructure routière, c'était plutôt la corruption des agents de douane et de police routière des États membres d'ECOWAS supposés garants du libre commerce, laissant attirer aider des entrepreneurs africains à développer leur pays selon leur propre génie. Bon. Fruit de plusieurs années de recherche et de réflexion, nous avons publié une étude qui démontre, en 2005, une étude qui démontre la valeur et les limites
de l'application de la théorie des clusters industriels comme grille d'explication de l'évolution d'une industrie autochtone de tannage au Niger. Grâce à son mode d'organisation original, celle-ci a pu faire face aux maintes chocs politiques et économiques subis depuis son origine au XIXe siècle. Elle a connu plusieurs périodes d'épanouissement et de recul. Loin d'emboué par la tradition, ce cluster fait preuve d'une capacité d'innovation remarquable grâce à son flexibilité et là, la petite taille du cluster. Bon. C'est ça. Ok. Tout dernièrement, plus récemment, ces dernières années, j'ai eu à travailler en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Kenya et à l'Ouganda. L'objectif de ce petit projet de financement américain a été de déceler les possibilités pour une meilleure, entre guillemets, intégration au marché des petits producteurs agricoles qui suivaient des techniques de culture sans labeur et de semi-direct. Ceci nous a amené à parler avec des parties prenantes tout au long des canaux de distribution des intrants agricoles et des marchés de maïs et d'autres produits. Nous avons constaté la prolifération des petites et moyennes entreprises de tout genre, vendeurs d'intrants, pharmacies vétérinaires, comme vous voyez ici, pharmacies vétérinaires, acheteurs en gros, détaillants, meuniers, transporteurs, etc. Les problèmes auxquels tous ces opérateurs doivent faire face, à mon avis, et c'est l'avis de mes collègues, proviennent de la politique néolibérale qui ont subi la plupart des économies africaines depuis les années 80. Par exemple, dans ce cas particulier, une politique agricole officieuse qui défavorise les petits opérateurs économiques jugés moins performantes que les gros opérateurs, et ce qui empêche aux petits fournisseurs d'intrants d'en accéder à temps et en quantité voulue. Ou encore une forte présence du programme mondial alimentaire, qui en suivant une politique d'approvisionnement et de distribution des denrées aux sinistrés au prix divorcé du cours sur les marchés régionaux, aboutit à une désorganisation dévastatrice des tentatives d'établir des systèmes de stockage sur la base des cycles et des rythmes normaux de ces marchés. Troisième constat, la retraite de l'État de son rôle régulateur ou bien d'amortisseur a pour effet de permettre l'entrée massive sur le marché d'intrants de produits de contrefaçon, ce qui nuit non seulement à la productivité agricole, mais à la confiance en général, la légitimité du gouvernement et du système en tant que tel. Enfin, le recours généralisé à des bailleurs de fonds aux ONG pour la mise en œuvre des projets de développement freine considérablement leur efficacité. D'abord parce que les ONG manquent de la stabilité et de la capacité de ressources humaines de mener à bien des projets de transformation économique complexes, par exemple pour provision des crédits agricoles, et ils sont toujours sous-financés. Donc, j'étais pas vraiment... Bon, on peut parler du discours de Macron après. Ensuite, la durée de vie de ces projets est toujours trop courte pour rendre les bénéficiaires performants. Rendus ivres par l'idéologie du marché providentiel et autonome, les bailleurs imaginent dynamiser et transformer les structures économiques par des petits gestes qui amorçaient des esprits entrepreneuriaux à l'occidental. Donc, il s'agit donc pour moi soit de la mauvaise foi, soit de la pensée magique. En outre, les bailleurs ont tendance à imaginer leurs projets en termes d'une harmonie sociale rurale utopique retenue de la lecture de Rousseau, au lieu d'une connaissance des forts rivages économiques et la manque de confiance qui sévissent au sein de ces communautés, faute d'un système légal efficace, d'un régime pénal ou des forces d'ordre désintéressées. Bon. Et alors on passe à... C'est ça. Donc on passe à quelques réflexions.
Grâce à toutes ces expériences, je vois trois pistes utiles pour les chercheurs intéressés par le développement de recherche en gestion portant sur le continent africain. D'abord, celui de la recherche plus ou moins conventionnelle, qui suivra des modèles qui sont au fond basés sur des concepts et des expériences euro-américaines. Et donc, on a juste écouté une intervention très intéressante sur la nécessité d'une modification de ces modèles pour justement prendre en compte les spécificités locales dans des pays différents, comme par exemple la Tunisie. Cette recherche a certainement sa place dans les revues comme par exemple le Journal of African Business, ou bien RAM, c'est sûr. Ok, c'est ça. Ok. Bon, par exemple, compte tenu du fait que la population africaine devient de plus en plus une population urbaine avec un secteur au service d'une classe moyenne, comme disait tout à l'heure notre collègue tunisienne, une recherche portant sur des problèmes de marketing classique a certes sa place. L'assortiment, jeu de prix, tactique de promotion et de distribution. Mais nous assistons également au développement massif des organisations économiques, entre guillemets, modernes, banques, assurances, usines, etc. Donc, des études de gestion sont le bienvenu et en fait, ça ne manque pas, déjà. Voici les nouvelles zones, des zones commerciales bien connues, comme on appelait les zones commerciales bien connues et depuis longue date en Afrique. Des études en Afrique du Nord et en Inde montrent que l'utilisation de ces nouvelles zones commerciales exprime des normes et répond aux attentes marquées par les spécificités des cultures des populations locales. Donc, vers quelle fin culturelle sont ces centres commerciaux dirigés par les gens dans des différents pays africains? Une recherche à faire. En outre, on peut constater que les marchés, au moins les marchés ouest-africains, sont depuis toujours des zones très mythologiques, des gens mythiques, on peut dire. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours des zones mythiques? Et quel mythe peut-on aborder dans ces zones-là? Le mobile et la finance. Le mobile et la finance, une troisième piste très intéressante. Pardon. C'est ça. Oui, on se demande si la diffusion du financement mobile aide à résoudre le problème d'accès au financement dont font face des PMI. Et selon une étude publiée au Journal of African Business par un certain monsieur Aparna Goussavi, tout dernièrement, l'accès à mobile money, le financement mobile, effectivement rend certaines firmes plus performantes que d'autres. Et en fait, ils sont plus capables d'accéder au financement. Donc, pour moi, des études du financement par le mobile est vraiment le bienvenu. On assiste à une forte migration en Afrique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une migration de personnes, mais une migration vers le digital. Donc l'avenir de la recherche marketing est déjà arrivé grâce à cette diffusion massive des téléphones portables. La numérique est là. Qu'est-ce qu'on va en découvrir du comportement des consommateurs si on y adapte une logique de recherche plutôt inductive que déductive à travers le portable? En outre, l'Afrique devient un terrain
d'exception, ou exceptionnel pour la recherche et le développement des formations économiques innovantes, des plateformes, des agencements. Donc, grâce à ce développement étonnant en Afrique. Une autre piste plutôt conventionnelle, un constat, le marché africain est beaucoup plus libre que les marchés européens. En conséquence, le système de protection des consommateurs fait un peu défaut. En conséquence, on assiste à l'épanouissement des pathologies de consommation liées à la consommation des produits dangereux, comme le fast-food par exemple, ou le tabac. Donc on assiste à un problème d'obésité qui commence à être assez important en Afrique de l'Ouest, et c'est lié certainement à l'épanouissement de la distribution de fast-food, comme par exemple KFC que vous voyez ici. Donc besoin de recherche en aide à la réglementation pour protéger justement les consommateurs africains. J'ai trouvé tout dernièrement un article sur l'internet disant que on veut supprimer tous ces produits de blanchissage des peaux au Ghana. Évidemment, des recherches s'imposent sur l'effet de cette suppression et les comportements liés. Bon, voilà. Ok, ça c'est pour la première piste. Deuxième piste, personnellement, j'étais profondément marqué par une appréciation des pratiques commerciales originales d'Afrique. Et ceci grâce notamment à la recherche des anthropologues et des historiens. Mais nous, les chercheurs en gestion, à la recherche, à mettre plus en valeur la génie du commerce africain, procédant à une mise en valeur de ses spécificités sur le double plan de la théorie et de la pratique. D'abord, l'Afrique bénéficie d'un patrimoine de plusieurs périodes de globalisation. Par exemple, pour certaines, on va bientôt fêter le Noël. Selon une mythe, il y avait 3 sages qui portaient des dons à l'enfant Jésus, et 2 de ces dons sont des produits végétaux qui viennent d'où? Qui viennent de la Corne d'Afrique. Donc déjà l'Afrique est bien intégrée dans les circuits commerciaux de cette époque-là et produisait des produits d'autres valeurs. Ok. Donc les marchés, et donc, un élément de ce patrimoine de globalisation intérieure en Afrique est assurément des techniques de gérer des rapports commerciaux à distance avec le délai dans le temps provoqué par la distance et la volatilité de l'environnement. Des partenariats commerciaux, les parentés fictives, l'apprentissage, les liens ethniques ou religieux. Tous des modèles de rapport de relations B2B à rajouter au modèle relationnel en marketing et en gestion. Okay. Oui, effectivement, un autre élément de ce patrimoine, comme je viens de dire, c'est des communautés, parfois ethniques spécialisées. L'Afrique hébergeait un nombre très important des diasporas spécialisés dans des secteurs variés de l'économie, depuis des juifs de Caire médiéval aux Libanais et Indiens du XXe siècle,
mais il y avait des communautés africaines également spécialistes dans certaines branches de commerce, comme par exemple les Dirkanke, les Hausa en pays Yoruba, les Kandambari, qui transportaient des noix de cola autrefois. Donc, il nous manque des études contemporaines détaillées de leurs stratégies et tactiques commerciaux mises en rapport avec la théorie de la stratégie en gestion. Ici, je vous présente des images des comptoirs qui datent du début et du mi-temps de l'ère coloniale, qui sont maintenant vides, mais symboles d'une histoire qui pourrait enrichir nos recherches en gestion. Les pratiques d'un temps, s'il vous plaît. Ok. Donc, en plus, on est conscient de l'existence d'un entrepreneuriat indigène en Afrique, mais on a tendance à favoriser l'étude des entrepreneurs à l'image euro-américaine. Les El Hadji, les Hajia, les Mama Benz de Togo, etc., méritent des études du cas qui va certainement nous exposer des stratégies innovantes et inattendues. Pour ne pas négliger les finances, Mansa Musa Keita a provoqué la première crise financière en Afrique en 1324. En traversant l'Afrique envers la Mecque, et vous pouvez voir ce qu'il a fait, et ça a provoqué une chute de la valeur de l'or sur les marchés tout le long de la route. Donc, cette crise provoquée par Mansa Musa n'était pas la dernière. L'imposition des monnaies européennes lors de l'époque coloniale, qui était loin d'un succès total, les dévaluations des monnaies des pays indépendants sous le joug des banques internationales, le fait de l'ajustement structurel. Mais malgré tout, les gens se débrouillent. Mais comment? Donc, les recherches s'imposent. Non seulement des recherches sur les crises et le redressement, mais aussi les stratégies par lesquelles les gens ont arrivé à faire face à tout cela. Mais non seulement la crise, les gens en tirent profit des marchés financiers, comme ce monsieur qui vend des billets neufs et de ce fait rare à Conakry en 2015. Ce marché des billets neufs nous fait remarquer que la monnaie ne peut pas être réduite à sa seule valeur économique. Elle a d'autres significations. Mais, sauf si je me trompe, il y a très peu de recherches sur le trafic en monnaie à travers les frontières africaines. Et ceci en dépend que certains de ces braves entrepreneurs, comme ce monsieur-ci, se sont transformés formellement en bureau d'échange. Comment ont-ils pu faire ça? Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. En plus, malgré l'évidence matérielle des monnaies africaines, comme vous voyez ici, des monnaies africaines aussi variées qu'anciennes, il y a encore très peu d'études académiques des systèmes financiers africains. Une contribution majeure à ce projet, celle de Jane Geyer, Marginal Gains, que vous voyez ici, mais il reste à faire, à mon avis. Ok, je finis bientôt. Une troisième piste. Portant un regard critique sur la politique d'investissement et d'accumulation des banques internationales et des grands acteurs bilatéraux et leurs effets sur les économies africaines. Donc, il me semble qu'on doit reconnaître qu'il y a une forte tension entre la logique de l'aide qui ne bénéficie guère que les élites politiques et le marché populaire où les masses en trouvent de quoi vivre et de quoi réjouir. Et j'étais inspiré par un petit article de Mantia Diawara, qui est le directeur des études africaines à New York University, qui disait le suivant: il disait que les gens retrouvent un sens cohérent de la vie
à travers la culture de consommation livrée par le marché. Si leurs vies sont niées chaque jour face aux crises économiques et la politique de l'ajustement structurel, au moins, au marché, on achète, on vend, on partage des nouvelles de la crise, on entraide, et par ces gestes, on se retrouve un certain équilibre. Et il dit une chose très intéressante, clairement, les marchés en Afrique de l'Ouest, au moins, minent les formes officielles de globalisation selon lesquelles les États attirent des investissements des entreprises multinationales, ou bien la Chine, par exemple, suite aux réformes de l'ajustement structurel, en produisant ces désordres par l'arbitrage, le piratage et la contrefaçon, ils assistent à une résistance au contrôle par des multinationales de l'économie nationale et de la culture. Moi, je pense que ça, c'est très intéressant. Ok, et un exemple. Je vous recommande ce livre intitulé The Real Economy of Zaïre, où l'auteur expose justement toutes les astuces utilisées par des Zaïrois pour faire fonctionner leur économie. Des échanges non monétaires, des trocs différés, mobilisation des circuits anciens d'échanges transfrontaliers, des rapports patron-client, du commerce à la maison, etc. etc. Donc, on a besoin de ce genre d'études d'économie réelle dans les pays africains. Bon, pour résumer, quelques rêves des études macro et comparatives des systèmes régionaux de marché, des études de gestion réelle des entreprises, non seulement des entreprises dans des secteurs dits formels ou modernes, mais d'autres entreprises. Des recherches des options stratégiques adoptées par des opérateurs économiques aux strates différentes, des études de la loi, la réglementation, la corruption politique et le commerce, l'intégration des techniques de gestion des filières traditionnelles dans nos théories, les facteurs de succès dans l'épanouissement des PME, l'épanouissement bien évident, l'interaction entre l'islam et la consommation, l'interaction entre l'évangile de la prospérité et consommation en pays plutôt chrétiens, migration et la puissance des pratiques de consommation nouveau. À cet effet, j'étais vraiment ravi de voir cette étude nouvellement apparue par Dion Rémy et pas sur les migrants soninké au Sénégal. Et donc, les pratiques de la résistance économique. Bon, voilà, en bref, mes expériences en Afrique jusqu'à ce jour, mais quelques pistes que je peux vous proposer. Déjà, vous êtes sur ces pistes, je suis sûr. Et quelques remarques critiques envers certaines carences dans nos théories et dans nos études. Donc, je vous remercie chaleureusement pour votre attention et bonne journée à tous. Merci, professeur Arnaud. Je pense que la présentation, je n'ai pas besoin de la commenter, elle est suffisamment riche. Donc la parole est à la salle, on vous écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires à propos de l'ensemble des présentations qui ont été faites depuis ce matin. Donc voilà, on vous écoute. Première question, le professeur Sapi, Cameroun. Merci, Victor Sapi du Cameroun. Quelques observations, peut-être une question à l'attention du professeur Paul Valentin Gogo sur la culture africaine. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je voudrais dire que à l'heure actuelle, avec cette forte mondialisation des échanges, avec le brassage culturel qu'on observe, avec le développement fulgurant des médias et le fait que beaucoup d'Africains aujourd'hui reçoivent beaucoup de médias occidentaux à travers la télévision, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Il y a comme une modification des modes de vie, une modification des modes de consommation, une modification de la vie en société.
est-ce qu'on peut encore parler des valeurs africaines telles que vous les avez présentées? Est-ce que, parce que autant je suis d'accord qu'il y a comme valeur, vous avez pris la première, je pense, le sens du sacré et de la religion comme valeur dominante. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que cela ne change pas aussi en fonction de l'âge? Quel est le rôle de l'âge, de la classe sociale de l'individu par rapport à vos analyses? Et moi, je dirais, je vis dans ce continent, il y a, je ne prétends pas avoir fait des études là-dessus, mais à l'observation, il y a comme une quasi-occidentalisation ou européanisation des mœurs, de la façon de faire, et on se demande d'ici à 10-15 ans, où est-ce qu'on en sera avec les valeurs africaines? Est-ce qu'on parlera encore des valeurs africaines? Merci. Oui, j'ai aussi cette chance-là de vivre ici, mais aujourd'hui c'est presque 4 mois que je passe en Afrique par an. Donc je vois les changements qui se produisent, mais en même temps des résistances. L'impact, c'est très net. Il y a un impact. Mais heureusement que les valeurs n'évoluent pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Je vais prendre un truc. J'ai été étonné de voir des amis qui ont étudié ici, qui ont passé 10 ans, 12 ans, qui sont là-bas. Mais le fétichisme, les gens y croient encore. Mais ça, vous aurez du mal à l'enlever. Le fétiche, mais dès que le médecin commence à connaître des difficultés pour soigner, etc., mais ça faut être sûr. Le gars va dire, bon, ok, ça on a vu, mais on va quand même voir un peu au village. Il y a un certain nombre de choses qui vont changer, ou qui ont changé, mais d'autres, moi ça fait 25 ans que je suis là, mais quand je repars, je ne suis pas du tout dépaysé. Hein. Sur le plan, je ne suis pas dépaysé. Sur le plan. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas tout. Pas tout. Je ne suis pas dépaysé. Sur le plan des valeurs, je ne suis pas dépaysé. Je retrouve ce que j'ai laissé il y a 25 ans. Donc, évidemment, alors maintenant, il y a certainement des faits générationnels. Les segments que nous avons identifiés, on les décrit aussi en dehors du pays, on les décrit aussi par les variables sociodémographiques, la CSP, etc. etc. Bon, là, on n'a pas eu le temps de l'écrire. On trouve un effet d'âge, par exemple. Mais déjà, l'homogénéité ici est définie non pas par le pays. J'ai mis l'accent sur le pays parce qu'on parle différence entre pays, mais il y a aussi la différence en termes de genre qui apparaît dans les différents segments. Mais attention, les valeurs ne changent pas du jour au lendemain. C'est ça le truc. J'ai une question au professeur Arnould. Vu votre longue expérience et vos observations du marché africain, je serais curieuse de savoir ce que vous recommandez en fait pour une évolution du marché et du marketing en Afrique. Est-ce que vous prenez plutôt une évolution vers plus de modernisme, plus d'évolution technologique, ou vous recommandez de s'approprier ou d'être dans l'authenticité africaine? En gros, est-ce qu'on doit suivre ce que le FMI et les grands organismes nous imposent comme recommandation entre parenthèses et pistes, ou est-ce que vous nous conseillez de garder notre souveraineté entre parenthèses économique avec nos propres systèmes de marché que vous avez évoqués? Merci. Je pense que garder l'authenticité est vraiment la seule façon de progresser. Et il y a, comme j'ai voulu évoquer, il y a un patrimoine très très fort, mais un peu dévalorisé, et justement dévalorisé par la politique des métropoles de l'époque coloniale et l'époque post-coloniale, qui a tendance, mais qui raisonne en termes, qui ignore les réalités du terrain. Et donc, grâce à cette naïveté ou cette ignorance, on propose des trucs qui vraiment ne peuvent pas aboutir à des fins voulues. Et donc, personnellement, je vois que est-ce qu'en suivant les
les démarches proposées par la Banque mondiale, on a abouti à un développement sain en Afrique? Moi, je pense que la réponse est claire. Donc, on va faire autre chose. Il me semble qu'on doit essayer de faire autre chose. C'est pas facile, mais on doit essayer de faire autre chose. Merci. Peut-être juste quelques compléments qui traversent à peu près les deux questionnements, celle de Victor Nsappi et puis celle de Noël Ayadi. On est en fait dans une perspective d'hybridation, hein, forcément. Donc on n'est pas dans une dichotomie, est-ce que c'est le moderne versus le traditionnel, etc. On est dans une logique d'hybridation forte. Et on l'observe quand on analyse effectivement, quand on observe de façon ethnographique, quand on s'immerge un petit peu par exemple sur des lieux de consommation, que ce soit des lieux de consommation traditionnels ou des lieux de consommation modernes, on ne voit pas typiquement les deux formes. C'est-à-dire que même des entreprises qui sont parties avec l'idée effectivement d'implanter un modèle occidental, les hypermarchés, les malls dont tu parlais tout à l'heure, notre ami Eric Arnold, ils ne prennent pas exactement la même forme. Ils partent avec cette idée-là et ils sont obligés d'intégrer, au fait, d'internaliser un certain nombre de pratiques locales. Je vous donne un exemple. Au Maroc, effectivement, par exemple, que je connais bien, en même temps que le marché tunisien sur lequel j'ai travaillé, les premiers hypermarchés qui sont partis uniquement exactement à l'identique de ceux qu'on pouvait voir effectivement ici en France. Les anciens Carrefour, Auchan, etc. Et puis on s'est rendu compte finalement que ça ne marchait pas tant que ça pour un certain nombre de produits. On a introduit le vrac. Le vrac est une tradition locale, c'est-à-dire que dans le marché, dans le souk, etc., on ne fonctionne que comme ça. Et petit à petit, on voit effectivement évoluer des concepts qui sont censés s'implanter avec un cachet typiquement occidental et intégrer effectivement des pratiques locales pour pouvoir trouver un entre-deux qui corresponde à la fois à cette tentation effectivement de modernité, en même temps à cette idée de s'inscrire dans l'histoire et dans la tradition. Alors, bonjour, alors Naufal Ba de l'université Kadéia de Marrakech. Je rebondis peut-être sur ce qu'il vient de dire M. Majid Amin sur la distribution au Maroc. Alors, c'est vrai que la grande distribution au Maroc, c'est en pleine évolution, surtout depuis 2009, l'arrivée de Carrefour, avec les supermarchés, Carrefour Market, supermarché, le Cash & Carry avec Atacadao. Ensuite, l'arrivée de BİM, le hard discounter turc, donc il y a un marché en pleine évolution. Alors ma question, c'est, justement, vous venez de l'évoquer, c'est est-ce que on n'est pas en quelque sorte en train de vivre ce qu'on appelle un isomorphisme organisationnel au sens de Mathieu Powell, ou plutôt une sorte de mimétisme. Autrement dit, on essaie de calquer le modèle de la distribution, de la grande distribution alimentaire, par exemple, occidentale, plus particulièrement européenne, au Maroc. Je veux en savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'avenir de la grande distribution au Maroc, sachant que on est en grande partie, 85%, on estime qu'on est en distribution traditionnelle, 15% de distribution moderne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, cet avenir? Deuxième petite question, très basique, juste par rapport à la définition du pays émergent. Voilà. On pourrait dire, parce que derrière en fait, votre question, il y a aussi l'avenir du commerce traditionnel et puis du commerce de proximité, puisque avec l'invasion ou avec l'implantation de ces différents formats de distribution moderne, se posait la question du dépérissement effectivement des épiceries de quartier, entre autres, etc. Or, d'après effectivement ce qui a été montré dans un certain nombre de pays en développement, de pays émergents depuis 40 ans, donc notamment il faut aller regarder les travaux de Goldman, effectivement, qui a beaucoup travaillé sur ça, et qui montre que même s'il y a une appétence à la base en termes d'absorption effectivement de ces différents modèles, ils saturent très très vite, c'est-à-dire ils n'arrivent pas complètement à éradiquer, à remplacer, à se substituer complètement au commerce local. Et on voit même une résurgence, une réémergence effectivement, un retour, y compris des personnes qui sont dans les milieux urbains, vers ces formats traditionnels, parce qu'ils y retrouvent effectivement une sorte d'authenticité, une sorte de lien qu'ils ne trouvaient plus, ou qu'ils n'arrivent plus effectivement à identifier dans ces commerces-là. Donc en fait, c'est le commerce traditionnel est mort, vive le commerce traditionnel, parce qu'à mon sens, il n'y aura pas de substitution, il y aura une cohabitation, une coexistence, et avec peut-être
des formes hybrides d'ailleurs qui sont apparues à un moment donné mais qui ont disparu. Hein. Donc l'épicerie moderne entre le traditionnel, etc., qui a essayé par exemple de maintenir des formats de crédit, mais en utilisant des cartes électroniques, par exemple, alors qui était censé remplacer le petit carnet, effectivement, de l'épicier. Bref, on peut imaginer un certain nombre de choses, effectivement, qui peuvent faire évoluer les formats traditionnels, mais pas forcément de s'y substituer complètement. Vous avez soulevé la question de publication concernant des pays émergents comme la Tunisie. Comment peut-on convaincre les éditeurs de faire des recherches sur ces petits pays? Et est-ce que vos résultats ont été diffusés auprès des directeurs de cette entreprise pour vraiment montrer l'intérêt de faire des recherches au sein des entreprises? Voilà, merci. Bon, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que la création d'un réseau tel que celui qu'on est en train de faire est une démarche extraordinaire dans le sens, justement, de donner du poids à des recherches qui viennent d'Afrique. C'est-à-dire, quelque part, créer un réseau de chercheurs qui travaillent ensemble avec proposition de chercheurs et d'évaluateurs pour des revues. Donc cette démarche est fondamentale. Ce qu'il y a également, c'est que, véritablement, il y a une littérature qui incite à revisiter les modèles traditionnels en les confrontant à la réalité des pays émergents. Donc il faut revenir à des chercheurs tels que Steenkamp, etc., que nous avons cités, qui invitent vraiment à revoir. Il y a 2 ou 3 écrits, je ne les ai pas de tête, mais il y a 2 ou 3 articles comme ça qui invitent les gens à revisiter les modèles en faisant de la recherche qualitative, étonnant de la part de chercheurs quantitatifs des fois, et donc oui, moi je justifie souvent de cette manière. Voilà. Maintenant, le retour auprès des managers a été fait, mais en fait, il a été plus ou moins bien reçu parce que là encore, le dialogue, il y a encore une incompréhension, c'est-à-dire dans nos contextes, le pont entre les managers et les chercheurs, vraiment, il est à établir. Mais on l'a fait de façon informelle avec certains qui ont trouvé nos résultats très, très intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir notre très. Merci à vous tous. Donc là, on va passer à un moment très important.